bonsoir, bonsoir à tous. Merci infiniment d'avoir répondu massivement à notre invitation malgré les quelques désagréments causés par la pluie. Mais bon, je vois que si on se dit un peu victime de la pluie, l'eau du ciel, on vient quand même au bord de ce bel océan, donc l'eau de la mer. Et on est ravis de vous accueillir dans ce magnifique cadre qu'est le restaurant COP 21. Ça fait très écolo. Mais surtout, moi quand je pense au COP 21, je vois qu'on est le 21 septembre 2023. Et je vois qu'il y a cette belle coïncidence. Je suis sûr qu'à Kajou, on n'a pas peut-être eu cette inspiration pour faire coïncider le nom du lieu avec la date. Hein. Certainement, ça doit être une coïncidence. En tout cas, nous sommes très ravis de vous recevoir cet après-midi pour parler en réalité d'un sujet qui nous parle à nous tous. C'est l'accès à la connaissance, c'est le partage, d'autant plus qu'on vit dans un monde où on parle beaucoup d'économie de partage d'ailleurs. L'éducation a beaucoup évolué aujourd'hui et Kajou Sénégal, Kajou globalement nous fait l'honneur régulièrement de mettre en place de belles et pertinentes vidéos pour aider à l'accès à la connaissance dans un contexte où on n'a pas forcément Internet. C'est ça la grosse nouveauté, bien entendu. Et nous tous, on est forcément des acteurs de l'éducation, du secteur de la connaissance globalement. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve autour de ces thématiques. On va parler éducation, accès à la connaissance globalement, notamment avec le mode offline. On verra ce que ça signifie tout à l'heure. L'occasion aussi aujourd'hui d'écouter les responsables de Kajou Sénégal, de Kajou International. Et on comprend très rapidement, on retrouve le fil un peu pour mieux saisir quand on sait que Kajou est issu des flancs de Bibliothèque sans frontières. Je pense que le mot sans frontières est intéressant aujourd'hui, non seulement dans le cadre de la connaissance, mais même sur le plan de la couleur simplement. Je pense que nous avons beaucoup de nationalités ici et ça augure déjà de très belles discussions aujourd'hui. Nous en avons pour quelques heures et la bonne nouvelle c'est que nous sommes au bord de l'océan. On va passer tout à l'heure aux tables rondes parce qu'elles sont deux. On écoutera également les talks, les différents acteurs qui vont se succéder ici même sur le présidium pour partager avec vous. Et moi, j'ai l'immense honneur d'être le maître de cérémonie de cette belle après-midi au bord de l'eau. Et nous allons démarrer tout à l'heure par quelqu'un par qui forcément on doit démarrer. Parce que d'abord, c'est une dame et on connaît la place des grandes dames dans le numérique au Sénégal. Et ensuite, je dis bien ensuite parce que c'est la directrice de Kajou, Kajou Sénégal. Souvent, on met le général, parfois on n'en met pas. Elle n'a pas envie qu'on mette le général parce qu'elle est très discrète. Et en tant que journaliste, j'ai toujours l'immense honneur de l'embêter, de la sortir de son coin pour qu'elle vienne partager avec l'écosystème. Et je pense que la tribune d'aujourd'hui, c'est vraiment la tribune idéale pour l'écouter, pour les uns comme pour moi certainement pour la première fois. Donc sur scène et sous vos applaudissements s'il vous plaît, Madame Mariam Falba, directrice de Kajou Sénégal. On va l'installer tranquillement parce que c'est quand même la directrice de Kajou Sénégal. On est très ravis de l'avoir avec nous cet après-midi. Mon nom est Ousmane Gueye, je suis journaliste spécialisé dans l'IT et je couvre régulièrement des rencontres comme ça où on parle d'accès à la connaissance, mais vraiment en mode offline parce que je me dis que faire venir les plus gros acteurs des télécoms, faire accéder Internet à tout le monde, donner Internet à tout le monde et accéder à du contenu, c'est bien, mais c'est encore mieux si vraiment on peut aider tout le monde à accéder à des contenus de qualité en se passant d'Internet. Je pense que c'est encore mieux. Merci à tout le monde. Mariam, j'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui de te questionner sur Kajou Sénégal. Il y a quelques temps, quelques mois pour être précis, on a échangé, toi et moi, sur LinkedIn en ligne. Et vous me parliez pour la première fois de Kajou. Et naturellement, j'ai pensé à Kajou, à la noix de Kajou en Casamance, parce que c'est un fruit que j'adore également. Comment, parce qu'on va démarrer cette séquence aujourd'hui par cette interview rapide, hein,
comment, vous concernant, comment peut-on passer de la noix de cajou à Cajou Sénégal? Comment ça se passe? Merci beaucoup Ousmane d'avoir aussi accepté d'animer cette cérémonie, cet événement. Merci à vous tous, autant que vous êtes, d'avoir fait le déplacement, d'avoir répondu présent à cette invitation à la première édition des Cajou Talks. J'espère que nous passerons un bon moment ensemble. Vous excuserez ma voix parce que je pense que je développe un rhume. Mais voilà, j'espère que la soirée va être belle. On va échanger, discuter, surtout manger. Donc je vois tout de suite l'Injai et les Nyans qui se réjouissent. Mais voilà, on passera une belle soirée ensemble. Merci beaucoup Ousmane. Alors, comment est-ce qu'on peut passer de noix de cajou à cajou? Je le dis solennellement et devant tout le monde, nous ne sommes pas vendeurs de noix de cajou. Parce que je pense qu'on en souffre beaucoup sur le terrain. À chaque fois qu'on parle de cajou, c'est « Ah, vous êtes producteur de noix de cajou ?» Non. Mais oui, le nom vient quand même des noix de cajou. On parle de graines de savoir dans la poche. Les activités ont bien démarré en Casamance. Donc les noix de cajou nous ont inspirés. Et analogiquement, Cajou prône la connaissance dans des contextes assez difficiles. Voilà, le nom vient bien de noix de cajou. Merci, merci beaucoup. Même si on fera remarquer au passage que votre cajou s'écrit avec K et le cajou de noix de cajou c'est avec C. On a compris hein, parce que j'ai parlé rapidement de vos missions. J'ai fait un focus sur l'éducation parce qu'aujourd'hui c'est l'éducation qui nous occupe. Mais globalement et concrètement, c'est quoi vos missions quand on parle de Cajou et de Cajou Sénégal comme on est au Sénégal? Merci Ousmane. Alors, Cajou a pour mission principale de mettre la connaissance au centre de la résolution des défis de la jeunesse et des populations vulnérables. Donc là, on parle d'accès à une éducation de qualité, on parle d'accès à la santé et on parle d'accès à un travail décent, on va dire. Et donc Cajou, c'est quoi exactement? Concrètement, c'est juste une application mobile qui aujourd'hui permet à 130 000 bénéficiaires d'avoir accès à la bonne information et à la bonne formation, bien sûr, pour pouvoir prétendre à attaquer les opportunités de la vie de manière générale. Donc Cajou, c'est une application qui est peut-être très simple, mais elle n'est pas ordinaire parce qu'on raconte de belles histoires à Cajou et on raconte des histoires assez extraordinaires. Cajou, c'est l'histoire par exemple d'une jeune dame qui est transformatrice de produits agricoles, qui habite Madame, qui ne sait ni lire, qui ne sait ni écrire. Et grâce à Cajou et la bonne information, bien sûr, elle a accès à des terres, elle a accès à des marchés. Et grâce à Cajou, elle a su savoir comment l'autonomie financière l'aide dans sa vie quotidienne en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, dans une société surtout qui présente d'énormes défis culturels et économiques. Cajou, c'est aussi l'histoire d'un jeune homme qui est en situation de handicap, pour qui c'est un parcours de combattant d'aller à l'école et à qui on a permis de rester à la maison, de réviser et de passer son BFM haut la main. Donc Cajou, c'est en fait juste une égalité des chances pour tous. Voilà. Je vois que Cajou, ça joue, et ça joue vraiment à fond. Et parlant de l'histoire de cette belle dame, bien entendu, on touche un peu à votre cœur de métier. C'est vraiment l'accès universel, c'est une thématique essentielle aujourd'hui. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, être à Dakar, accéder à du contenu parce qu'on a des opérateurs, de gros opérateurs avec nous, c'est bien, mais ça paraît un peu facile. Donc l'enjeu, c'est plutôt comment aider le monde rural, notamment, à accéder à du contenu de qualité. Je vois que vous le faites déjà à Cajou Sénégal. Mais je vois aussi que Cajou, ça joue aussi dans beaucoup de sens, pour ne pas dire dans tous les sens. Aujourd'hui, concrètement, quel est finalement votre cœur de métier? Comme je l'ai déjà dit, Cajou s'intéresse plus sur la qualité de vie et le niveau de vie des populations. Donc, quand on parle de ça, on commence par la santé. Il faut être en bonne santé pour pouvoir, bien sûr, assurer son quotidien.
Il faut ensuite avoir accès à une éducation de qualité pour pouvoir s'intégrer socialement. Et il faut avoir accès à un travail décent pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc je rappelle, les verticales d'impact de Cajoo, c'est encore une fois l'éducation, la santé et l'employabilité de manière générale. Donc c'est vrai qu'au Sénégal, on se concentre sur le renforcement de la qualité de l'éducation et la réussite socio-professionnelle des jeunes. Donc voilà. Tout à fait, donc vous êtes dans beaucoup de secteurs, mais est-ce qu'il arrive que un secteur prenne le dessus sur l'autre secteur? Est-ce que ça arrive? Absolument, il arrive qu'un secteur prenne le dessus parce que aussi ça répond aux enjeux du moment par rapport au pays. Cajoo, c'est pas seulement au Sénégal, hein, on est un peu partout en Afrique de l'Ouest. Et effectivement, au Sénégal, on est plus concentré dans l'éducation, donc dans l'amélioration de la qualité de l'éducation. Donc on a eu à faire pas mal de projets. Je serai heureuse d'en parler davantage tout à l'heure. Merci beaucoup et sachant bien entendu que sur la programmation, on y reviendra tout à l'heure. Parlez-nous aussi, parce que vous nous parlez de Cajoo pendant qu'on y est, en quoi est-ce que votre présence a fait évoluer le secteur technologique au Sénégal? Quelle est votre plus-value, autrement dit? Notre plus-value, on va dire qu'on améliore l'accessibilité et on rend plus inclusives les initiatives technologiques qui sont déjà en place au Sénégal. On sait aujourd'hui qu'il y a une très forte stratégie axée sur le numérique. On parle par exemple d'IoT en santé, on parle d'intelligence artificielle, c'est le sujet en pulpe en ce moment. Mais pour en arriver là, qu'on se le dise, il faudra énormément de moyens et de ressources pour pouvoir accéder à ce niveau de digitalisation et de smart city, comme l'aime dire notre président de la République. Et forcément, ça demande aussi une très forte couverture d'Internet. Alors qu'on sait aujourd'hui, plus de la moitié de la population sénégalaise n'a pas accès à une connexion de qualité. Donc Cajoo est là, en fait, pour combler le gap et, on va dire, couvrir les zones blanches pour pouvoir donner les mêmes opportunités à ces cibles qui n'ont pas accès à Internet. Que ces cibles puissent prétendre à avoir le même niveau d'éducation qu'on a à Dakar, à Thiès, etc. Donc voilà, on accélère, on va dire, la digitalisation et on rend imminente la digitalisation, encore une fois, de tous ces secteurs d'activité. On accélère la cadence, hein, comme dirait l'autre. On accélère la cadence. Et vous avez des exemples concrets rapidement avant la fin du timing? Alors oui, on est timé, je pense, par Jérémy. Quelques exemples concrets, on peut vous parler très facilement hein, d'un beau projet, on en est très très fiers, avec l'Université virtuelle du Sénégal, pour qui on a permis à 6500 étudiants d'accéder à leurs cours via Cajoo, les cours de l'Université virtuelle, de manière offline. Donc ça veut dire qu'on a offlineisé leur plateforme. Et ça, c'est plus de 236 000 gigas de contenu visionné dans notre plateforme, ce qui a fait facilement un gain de 360 000 $ pour l'UVS. Qui connaît l'UVS, c'est qu'ils offrent des passes Internet aux étudiants. Et voilà, ça a été un projet très, très impactant et qu'on espère faire passer à l'échelle. Merci, il nous reste 45 secondes. 45 secondes à notre projet. Oui, pour nous parler des talks. Hein. On en est à la première édition. Pourquoi une telle innovation et que ça va changer? Alors, pourquoi les Cajoo Talks? La question qu'on se pose constamment à Cajoo, c'est comment faire de telle sorte de disséminer la connaissance sur nos territoires. Comment est-ce qu'on peut démocratiser la connaissance au Sénégal et en Afrique. Et l'une des premières initiatives qu'on a mis en place, c'est un studio mobile qui fait un peu le tour du Sénégal, qui a pour prétention de faire le tour du Sénégal pour mettre en valeur les savoirs locaux et les expertises traditionnelles. On parlera de médecine traditionnelle ou d'agriculture de manière générale. Donc on a voulu avoir un espace pour donner la parole aux communautés sachantes, pour justement pour transmettre leur savoir et leur savoir-faire. Donc les Cajoo Talks se veulent aujourd'hui un moment d'échange, de partage, de co-création, de transmission. Je suis ravie en tout cas d'être là avec vous ce soir. Merci à vous qui êtes venus à l'heure. On s'excuse encore du retard.
Mais vous allez voir, on a de belles surprises pour vous. On a d'illustres personnalités qui sont là pour nous transmettre leur savoir. Et l'idée aussi, c'est de construire des partenariats solides et durables pour pouvoir ensemble avoir un impact plus conséquent sur les secteurs qui nous lient aujourd'hui, l'éducation, encore une fois, la santé et l'employabilité. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mariam Falba, la directrice générale. Hein. Vous me permettez d'ajouter le général aujourd'hui? Je permets d'ajouter le général et tu me permettras un dernier mot. Bien sûr, je ne peux pas sortir de la salle sans remercier la belle équipe de Cajou qui est là avec nous. Cajou a démarré réellement ses activités en 2022 avec 2 personnes. Aujourd'hui, nous sommes une vingtaine de personnes. Donc c'est une belle équipe dont je suis très 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 fière et voilà, qui reste disponible aussi au cours de la soirée pour échanger ensemble. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Mariam Falba, la directrice générale de Cajou Sénégal. Je rappelle, comme il le disait tout à l'heure, qu'il y a de belles surprises qui arrivent tout à l'heure avec les annonces qui seront faites par les équipes de Cajou Sénégal. Je rappelle également qu'il y a ce bel espace de co-création derrière parce que, comme le répète tout le temps Cajou Sénégal, l'idée, c'est d'amener les acteurs à créer ensemble. Donc, c'est ce qu'on appelle de la co-création. Je sais que les acteurs numériques sont très ouanés, notamment mes amis de Simplon Sénégal, à travers aujourd'hui la présence de Yaï Fatou. Et c'est des concepts qui parlent aux acteurs du numérique parce qu'on est tous convaincus qu'on n'a pas le monopole du savoir, de la connaissance. Et parce que quand on parle connaissance, on parle partage, c'est bien de partager à travers des espaces de co-création. Est-ce qu'on peut me mettre le jingle hein? Parce que je me mets dans la tête que je suis à la télé ou à la radio. Est-ce qu'on peut me mettre le jingle? Comme ça, on passe à la deuxième étape. Tout à l'heure, merci beaucoup du côté de la technique. Nous allons à présent, sous vos applaudissements, appeler après Mariam Falba, la directrice générale de Cajou Sénégal, le fondateur de Cajou même, Cajou International, mais bien entendu qu'on connaît avant Cajou, parce que son nom est associé et définitivement et pour toujours à Bibliothèque Sans Frontières. Je vous invite, s'il est prêt, à accueillir, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, M. Jérémy Lachal pour le premier talk de cet après-midi. Merci. Bonsoir. À l'âge de 12 ans, j'ai eu l'occasion de voyager avec mon père en Palestine. À l'époque, il lui arrivait souvent de partir en mission pour l'ONG Médecins Sans Frontières. Et il s'était lié d'amitié avec un interprète. On nous a accueillis dans la famille quelques jours. C'était juste après la première intifada. J'y ai rencontré Ahmed et Nadia. Ils avaient mon âge. On ne parlait pas la même langue, on baragouinait quelques mots d'anglais, mais on se comprenait. Enfin, j'ai surtout compris ce que signifiait vivre dans un contexte de guerre. Compris ce que voulait dire ne pas avoir la chance de pouvoir se rendre à l'école tous les jours, quand elle était fermée, quand les contrôles étaient trop forts, quand c'était dangereux. Ahmed me parlait d'un livre qu'il avait perdu et qu'il ne retrouvait pas. En grandissant, j'en ai fait mon moteur. Comment mettre cette chance d'apprendre dans les mains de tous, partout, et surtout là où c'était le plus difficile. Je m'étais fait une promesse, apprendre tous les jours. Et surtout chérir cette chance que j'avais de pouvoir apprendre. Nous avons créé Bibliothèque Sans Frontières en 2007 avec l'historien Patrick Veil parce que nous étions convaincus que l'accès à la connaissance allait devenir un enjeu de plus en plus important au XXIe siècle. Et on ne s'est pas trompé. L'accès à la connaissance est au fondement de la plupart des inégalités qui traversent notre monde. Si vous avez la chance d'aller à l'école ou pas, si vous avez la chance de pouvoir faire des études supérieures ou pas, si vous avez accès à une presse libre et de qualité ou pas, si vous avez accès à Internet ou pas. Surtout, si on inverse le raisonnement, on s'aperçoit que l'accès à la connaissance est certainement le prérequis, le levier pour répondre aux grands défis de notre monde. Elle est au cœur de la formation de sociétés plus résilientes face au choc, de l'émergence de citoyens éclairés, capables d'inventer des réponses pour s'adapter au changement climatique, lutter contre l'extrême pauvreté, lutter contre les famines,
capables de construire en fait ensemble un monde plus juste, plus ouvert. Oui, l'éducation, et en particulier l'éducation de base, est au cœur de la réponse. Mais je vous pose la question, au rythme où vont les choses aujourd'hui, peut-on se satisfaire d'apprendre de l'âge de 5 ans à 20 ans et dire qu'ensuite on sera citoyen et productif toute sa vie? Un peu comme, vous voyez, une batterie qu'on aurait chargée pendant 10 ou 20 ans et qui diffuserait ensuite naturellement de l'énergie pendant le reste de sa vie. Personnellement, j'y crois pas. C'était peut-être vrai il y a 50 ans, mais ça l'est plus aujourd'hui. Non seulement les connaissances vont formidablement vite, ce que vous avez appris il y a 10 ans est déjà obsolète, mais ça va encore s'accélérer avec la révolution de l'intelligence artificielle qui transforme en profondeur nos sociétés, la manière dont on apprend, dont on s'informe, dont on communique, dont on produit. Oui, nous sommes condamnés à apprendre toute notre vie. Et je ne vais certainement pas m'en plaindre. Mais pour cela, nous avons besoin de construire des sociétés où chacun peut accéder à une information sûre, à des formations de qualité, à une offre culturelle diversifiée où l'on peut, à tous les âges de la vie, quelle que soit son origine, son niveau social, acquérir de nouvelles compétences et de nouveaux savoirs. Alors, avec Bibliothèques sans frontières, nous essayons d'accompagner l'émergence de ces sociétés apprenantes. On tente de répondre à cette question, comment mettre la connaissance partout? Comment identifier et exploiter chaque interstice de nos vies, de nos villes, de nos villages, pour y déployer la connaissance? Quel défi passionnant! Nous avons commencé par le plus simple, les livres. Les collecter, les faire voyager, faire en sorte que lorsqu'on donne un livre, on veille à ne jamais l'imposer. Faire en sorte aussi de soutenir les éditeurs, les libraires dans les pays avec lesquels on travaille. Ce qui est formidable avec un livre, c'est sa résistance face aux épreuves du temps. On peut décider de couper Internet à tout moment, du jour au lendemain, mais jamais vous pourrez détruire tous les livres d'un pays. Mais au-delà des livres, ce qui nous intéresse, ce sont les lieux de dialogue, de rencontre, de faire ensemble. Le problème des bibliothèques, c'est que des pans entiers, des populations s'en excluent, parce qu'il y a des barrières sociales, des barrières symboliques, parce qu'elles font un peu peur. Alors nous sommes partis à la recherche d'interstices, où créer ces bibliothèques, dans les endroits qui sont familiers des gens, pour faire exploser justement les murs des bibliothèques traditionnelles. Aux États-Unis, par exemple, dans les quartiers les plus pauvres de Baltimore et ensuite dans tout le pays, nous avons investi les laveries automatiques pour y créer des bibliothèques. Alors les Américains ont une véritable culture du lavomatique. Ils y vont avec leur voiture, ils passent 2 heures, ils attendent que leur linge se lave, sèche. La plupart du temps, ils ne font pas grand-chose, il y a des télés, etc. Et bien, on a créé des bibliothèques dans ces lavomatiques. Et dans ces espaces de bibliothèques que nous avons créés, on y trouve des livres, bien sûr, des jeux, des ordinateurs, et surtout des bibliothécaires qui accompagnent les enfants pour faire leurs devoirs et qui accompagnent aussi les parents pour refaire leur CV ou pour chercher du job. Puis, nous avons commencé à travailler dans des contextes d'urgence humanitaire. En Haïti, par exemple, après le tremblement de terre de 2010. Avec le designer français Philippe Stark, que vous connaissez peut-être, nous avons créé les Ideas Box, les boîtes à idées. Des médiathèques en kit hyper mobiles qui tiennent sur 2 palettes. C'est tout petit quand c'est fermé. Et quand ça s'ouvre, en moins de 20 minutes, ça crée un espace de 100 mètres carrés. Elles contiennent des livres, un cinéma, une 50aine de tablettes et d'ordinateurs, du matériel pour créer. Elles sont de véritables fenêtres sur le monde dans les contextes les plus difficiles. Aujourd'hui, il y en a plus de 150 à travers le monde qui accueillent 1 million de visiteurs chaque année. En Ukraine, actuellement, dans les zones de conflit, en Jordanie, au Liban, ou encore sur la route des réfugiés, en Sicile et en Grèce. Mais en fait, très vite, nos partenaires nous ont dit « Attendez, votre affaire, là, c'est pas que pour les réfugiés. Ça nous intéresse aussi, nous, par exemple en France, où nous avons commencé à les déployer dans les quartiers populaires, dans les zones rurales. Ici, au Sénégal, en Casamance, pour accueillir les enfants des rues de Ziguinchor. En Côte d'Ivoire, bientôt, où nous allons en implanter 14 avec le ministère de la Jeunesse dans les centres du service civique. En Colombie, avec le gouvernement, pour créer des bibliothèques de la paix dans les zones de démobilisation des combattants FARC. Ce sont de véritables espaces sécurisés, des refuges, des endroits de paix où se croisent des familles qui se sont fait la guerre pendant 30 ans. Et aujourd'hui, elles sont devenues des centres névralgiques dans les villages où elles se trouvent. À chaque fois, nous les adaptons au contexte local, bien sûr.
Et nous travaillons aujourd'hui en 36 langues avec un catalogue de plus de 40 000 contenus numériques. Et après, une fois que nous avions fait tout cela, il restait un obstacle de taille, récurrent, partout où nous allions, la connexion Internet. Inexistante, de mauvaise qualité, trop chère. 50% de la population mondiale n'a pas aujourd'hui accès à une connexion Internet de qualité. Nous avons alors développé de tout petits serveurs qui créent un réseau local en Wi-Fi sur lequel vous pouvez vous connecter avec votre téléphone. Vous naviguez sur le serveur, donc vous consommez aucune donnée Internet. Vous n'avez besoin d'aucune connexion. À l'intérieur, on peut y mettre jusqu'à 30 000 livres. Tout Wikipédia, l'intégralité des cours vidéo du primaire et du secondaire du Sénégal, ou encore des milliers de MOOC d'université. Ces petits serveurs, on en installe justement beaucoup ici au Sénégal. Nous démarrons en ce moment même un gros programme dans la région de Kédougou où nous installons 70 écoles numériques qui auront accès à du contenu et des tablettes complètement offline. Ce sont aussi des serveurs de ce type qui seront disponibles dans tous les bus du BRT quand ceux-ci seront mis en circulation, pour permettre aux voyageurs d'accéder à des ressources d'auto-formation, à des contenus culturels, gratuitement, sans payer aucune data Internet. C'est d'ailleurs Cajou, l'entreprise sociale que nous avons créée avec Bibliothèques sans frontières et qui nous réunit ce soir, qui se chargera de les déployer dans les bus du BRT. Justement, en créant Cajou, nous avons voulu aller encore plus loin et explorer un nouvel interstice, une nouvelle frontière dans l'accès à la connaissance, en rentrant dans votre smartphone et en vous donnant accès à des milliers de ressources qui changent la vie. Une fois encore, accessible sans connexion Internet grâce à ces petites cartes micro SD. Déjà plus de 130 000 personnes utilisent Cajou. Des milliers de bacheliers réussissent leur bac grâce à Cajou. Des milliers d'agents de santé en Côte d'Ivoire se forment grâce à Cajou. Des réfugiés apprennent le français grâce à Cajou. Demain, avec vous, nous voulons que 5 millions de personnes en Afrique de l'Ouest transforment leur vie grâce à Cajou. Alors, vous allez me dire, ces projets sont intéressants, mais c'est plus qu'une question maintenant de quelques années pour que tout le monde ait accès à Internet. Que finalement, les sociétés apprenantes dont on parle, elles vont émerger naturellement parce que tout le monde va être connecté. Alors, je vous répondrai que je ne suis pas si certain que le monde entier soit connecté à Internet d'ici 5 ou 10 ans, mais c'est un autre débat, on peut l'avoir si vous le souhaitez. Je vous dirai surtout que si vous regardez aujourd'hui les sociétés les plus connectées, en Amérique du Nord, en Europe, le problème de la connaissance est loin d'être réglé. Le trop-plein d'informations crée même des problèmes inverses. Les fake news, la difficulté de faire le tri entre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui n'est pas tout à fait vrai, ce qui n'est pas tout à fait faux. En réalité, j'ai beaucoup parlé d'accès aujourd'hui, mais l'accès ne vaut rien sans l'accessibilité. Donner un livre à quelqu'un qui ne sait pas lire, c'est bien. Lui apprendre à lire, c'est mieux. Lui apprendre à apprendre, c'est là que doit être la véritable ambition. L'enjeu ne peut plus être de distribuer de la connaissance de façon verticale. Il s'agit aujourd'hui, je pense, d'accompagner chacun à s'en saisir, la maîtriser, la transformer, en faire quelque chose pour soi, apprendre, à se mettre en situation d'autonomie et continuer d'apprendre. C'est là le défi que nous voulons réaliser, relever avec vous. Notre monde est confronté à trop d'enjeux vitaux, climatiques, sociaux, sanitaires, démocratiques, numériques. Il y a urgence et nous n'y arriverons pas seuls. Je vous invite donc à nous rejoindre dans ce combat. Je vous invite à interpeller vos élus, vos candidats, les entreprises, les grandes anciennes que vous fréquentez. Mettons collectivement ce sujet au cœur de l'agenda politique, économique, social. Créons partout autour de nous, dans chaque interstice de nos vies, des fenêtres de connaissances, des espaces de partage et d'éducation, pour faire de notre monde un monde apprenant, pour permettre à chacun de s'éclairer et d'éclairer le monde en retour. Je vous remercie. Merci beaucoup Jérémy Lachal, merci infiniment pour ce premier talk. Je pense qui en dit long déjà sur la suite et naturellement on reviendra sur la table ronde tout à l'heure. 36 langues, 40 000 contenus numériques, je pense que c'est vraiment un gros travail. Et bravo surtout pour l'accès et l'accessibilité, comme vous dites, parce que c'est deux termes intimement liés et qui sont intéressants.
À présent, après le talk de Jérémy Lachal, le premier talk de cet après-midi, nous allons passer au deuxième talk. Non pas au second, mais au deuxième, parce que nous en avons d'autres, heureusement. À présent, nous allons accueillir quelqu'un du monde culturel. Quand on parle connaissance, on pense bien entendu à la culture. Jérémy parlait de langue tout à l'heure, de pays, de diversité culturelle. Nous allons accueillir quelqu'un qui a fait et fait parler de lui au Sénégal pour son travail pionnier dans tout ce qui est culturel et qui est l'auteur de Dakar ni d'artistes que j'ai le plaisir de découvrir en préparant justement la cérémonie de cet après-midi. Je vous prie sous vos applaudissements d'accueillir Madame Achodem, s'il vous plaît, pour le deuxième talk qui va parler du rapport maintenant à la culture. Allez-y, allez-y. Allez-y. Tout ce que veulent les dames, nous, on le veut. Hein? On ne discute pas. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je suis Aïcha Dem. On m'a surnommée terroriste culturelle, puis on m'a surnommée agitatrice culturelle, ensuite activiste culturelle et plus récemment fée culturelle. Et pourtant, je viens de l'informatique. À la base, je suis informaticienne et j'ai fait 10 ans dans des banques à administrer des serveurs avant de changer mon brushing en afro et de me convertir à la culture. Je suis venue à la culture par passion, par très grande passion. Et aussi ayant remarqué le manque notoire d'informations culturelles, surtout sur Internet, le manque de promotion de la culture, de notre culture. Mais c'était en 2009 et il n'y avait pas autant d'outils qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas autant d'engouement qu'aujourd'hui. De 2009 à aujourd'hui, j'ai appris à connaître les artistes, j'ai appris à très bien connaître leurs pratiques, j'ai appris à connaître leurs messages. Mais j'ai surtout appris à connaître la portée de la culture, d'où mon activisme d'ailleurs très chevronné. La culture n'est pas seulement un facteur de développement. La culture dit qui nous sommes. Aujourd'hui, les artistes, partout où ils vont dans le monde, à travers leur art, ils racontent nos histoires. Ils portent nos cultures, nos histoires et nos imaginaires à chaque porte du monde. Ils sont les gardiens de notre mémoire collective, je vais dire. Aujourd'hui, quand Youssou N'Dour chante son peuple, quand mon frère Nongo de Daradji Family pose son regard sur la société sénégalaise, quand Kalistassi raconte les femmes, il nous raconte. Youssou N'Dour aujourd'hui vient de créer un spectacle qui d'ailleurs au moment où je vous parle est en train de passer à Paris, au Théâtre du Châtelet. Ce spectacle raconte l'histoire du roi Birima Ngoné Latyr Fall du Cayor en 1855. C'est grâce à Youssou N'Dour que la plupart des Sénégalais connaissent l'existence de ce roi qui était adulé par son peuple. Aujourd'hui, grâce à Youssou N'Dour, la plupart des jeunes Sénégalais connaîtront l'histoire de ce roi parce que c'est un pan important de l'histoire du Sénégal. N'est-ce pas, tonton? Youssou N'Dour, à travers ce projet, poursuit une mission éducative, de devoir de mémoire. Il raconte nos histoires, comme j'ai dit, parce qu'il est important que l'Afrique se raconte. Il est important que nous racontions nos histoires. Il est important que ce soit nous, que l'Afrique se raconte et via son centre. Donc, en partant de ce point de vue de raconter nos histoires et de sauvegarde de mémoire, j'ai eu à parler à une centaine d'artistes du Dakar culturel pour un projet d'archives particulier. Il s'agit de cet ouvrage qui est titré Dakar ni d'artistes, donc, qui explore le regard que les artistes ont sur la ville. Il explore le rapport que les artistes ont à Dakar, à la ville. J'ai eu le privilège d'échanger et d'interviewer avec une centaine d'artistes qui m'ont dit leur regard. Et il faut dire que Dakar est une ville qui fait éclore des artistes qui se nourrissent d'elle, qui la réinventent et qui la racontent. De
Souleymane Bachir Diagne, les aînés, le professeur Souleymane Bachir Diagne, Germaine Akoni, la mère de la danse contemporaine, aux plus jeunes que sont Mohamed Mougarsa ou Dip Doundouguis. Ils se sont prêtés à ce jeu et ils nous ont donné une archive incroyable de Dakar. Et quand moi je commençais ce projet, je pensais transmission, je pensais legs, je pensais semer des graines, je pensais à l'importance d'archiver ce que ces artistes ont à nous dire. J'ai parlé à Youssou N'Dour, mais puisqu'ils sont là, j'ai parlé de Youssou N'Dour, mais je vais encore citer Nongo. Quand Nongo, dans un texte de rap, nous parle d'environnement, il fait la sensibilisation, il parle du climat, du changement climatique. Je vous promets que les jeunes à l'école retiendront mieux la leçon avec ces sublimes textes que ce qu'ils vont apprendre en classe. Quand mon tonton Babacar Mbaye nous parle de l'histoire du Sénégal à travers les contes, c'est une vraie bibliothèque ambulante qui est assise ici. Et quand les jeunes l'écoutent, ils apprennent notre histoire. Je vais le répéter beaucoup, il est important de raconter nos histoires. Il est important que nous tous, dans chaque domaine que nous soyons, que nous puissions transmettre. Ils nous ont donc, à travers ce livre, ces artistes, apporté beaucoup de savoir. Et pour moi, c'était une mission que je m'étais donnée en faisant le livre. Je me suis dit, cet ouvrage que je vais écrire, ces interviews que je vais faire, doivent être une source d'information pour nos arrière-petits-enfants, pour le Dakar de demain, d'avoir une idée du Dakar culturel d'aujourd'hui qui est incroyable, qui est vibrant, qui est bouillonnant, et d'avoir juste une idée de Dakar, d'avoir une idée sur la culture, de savoir qui sont ces artistes, ces penseurs, parce qu'il y a aussi beaucoup de penseurs, et de savoir leur expérience, leur savoir, leur réflexion. Et aujourd'hui, c'est archivé, c'est un livre magnifique. La maison d'édition a fait un travail magnifique. Et ce livre va rester comme il a dit. Il est important donc que l'on se raconte. Ils nous ont fourni, à travers leur générosité, à travers leur passion, et je les remercie encore une fois, ils nous ont fourni des connaissances, chacun et chacune, ces artistes-là, nous ont fourni des connaissances qui sont très, très, très précieuses. La connaissance est précieuse et chacun de nous, dans son domaine, où que nous soyons, doit faire en sorte de la rendre accessible. Et aujourd'hui, je me réjouis de voir les équipes de Kajou porter ce combat d'accès à la connaissance. Je me réjouis de le voir le porter surtout pour les populations les plus vulnérables. Et je me réjouis surtout de les voir porter ce combat avec nous ici aujourd'hui. Merci donc à Mariem et toute son équipe et à Jérémy. Et je vous remercie. Merci beaucoup Aïcha Dème, actrice culturelle. Je pense que je ne tenais pas bien mon micro jusqu'à la fin. Est-ce que vous m'avez entendu? On vous entend très très bien. Merci beaucoup. On vous entend très très bien. Suivant la forme et la formule un peu de votre intervention, je ne devais pas vous poser de questions, mais je rappelle que je suis journaliste quand même et j'ai plein de questions. Mais une seule s'il vous plaît. Comment on passe du monde du développement, du monde informatique au monde culturel? Comment la transition se fait? Il faut être un peu folle, je pense. Allez-y. Non, comme j'ai dit, c'est la passion. Mais moi, ma transition a été soft parce que je suis restée dans le digital. En venant dans la culture, j'ai monté une plateforme qui s'appelait Agenda Dakar, qui donnait les informations sur l'agenda culturel de Dakar, oui, en fait. On a vu, Donc oui. la transition était digitale. Merci beaucoup. Merci. Une transition en douceur. Merci beaucoup Aïcha Dème. Merci pour ce deuxième talk de cet après-midi après celui de Jérémy. On va poursuivre les talks plus tard avec notamment Tonton Babacar et Ndongodi qui nous font également le plaisir et l'amitié d'être avec nous cet après-midi. Et pendant qu'on poursuit, on accueille l'arrivée de monsieur le secrétaire général de la ville de Dakar, mon domobaï Mourad Gueye, que j'ai le plaisir de retrouver cet après-midi. Soyez le bienvenu et merci infiniment à vous pour cet honneur que vous nous faites. À présent, nous allons passer à une autre étape qui s'appelle table ronde.
La table ronde, bien entendu, autour de la question comment promouvoir une société de la connaissance. Jusqu'ici, nous avons écouté et regardé les acteurs, chacun de son côté nous partager ses espérances et sa fougue, sa détermination, son engagement. Maintenant, on va les écouter, confronter leur regard tout à l'heure. Et j'ai le plaisir, avec la complicité de la technique, d'appeler maintenant les acteurs de notre première table ronde de cet après-midi, ici même au restaurant COP 21. Mariam Falba, la directrice générale de Cajou Sénégal, pendant qu'on fait l'installation. Mariam Falba, la directrice générale de Cajou Sénégal. Youssouf Ouattara de l'UNESCO, s'il est là. Youssouf Ouattara de l'UNESCO. Merci beaucoup, Youssouf. Merci d'être venu. Madame Binta Diallo, qui n'est pas la journaliste de TFM, mais plutôt celle qui gère le programme Réussir au Sénégal à la coopération allemande, la GIZ. Madame Binta Diallo. Bonsoir et installez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous devrions avoir le Fonds de développement du service universel des télécommunications à travers son directeur technique. Malheureusement, pour un empêchement de dernière minute, nous ne l'aurons pas. Mais c'est comme si l'FD Sud était là parce que nous parlons justement des missions du FD Sud basées notamment sur l'accès et l'accessibilité. Et donc j'ai le plaisir, l'immense honneur, sinon l'immense horreur de modérer cette grosse table ronde. Parce que le niveau est relevé, j'espère seulement que je pourrai être au niveau justement. Autour de la question, je l'ai rappelé tout à l'heure, comment promouvoir une société de la connaissance. J'ai le plaisir de démarrer par le secrétaire général justement de la ville de Dakar, M. Mourad Gueye. Installez-vous s'il vous plaît. Parce que pendant que je parlais, j'ai cherché ce quatrième nom bizarrement. Je suis peut-être un peu étourdi par l'océan parce que fils de Saint-Louis, j'adore l'océan Atlantique. Installez-vous de Mumbai. Merci beaucoup et désolé pour cet oubli diplomatique. Hein. Mais comme c'est mon Mumbai, il va me partager. C'est dans la famille des gays. Merci beaucoup. Et comme j'ai oublié mon Mumbai, je vais me rattraper. Je vais démarrer par lui justement, Mourad Gueye. Peut-être pour nous dire d'abord un premier mot sur la ville de Dakar et son rapport à la connaissance. Qu'est-ce que vous en dites et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en termes d'action là-dedans? Merci beaucoup Ousmane, je dis bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir d'être ici pour participer à ce talk. J'en profite pour remercier toute l'équipe de Cajou, Madame en particulier, et dire qu'au niveau de la ville de Dakar, nous sommes très heureux de pouvoir être conviés à ce genre d'événement, ce genre d'activité, qui participe de l'animation éducative, culturelle, artistique et bien sûr de connaissance du territoire communal de la ville de Dakar. Donc on est partenaire, on est acteur et je pense que quelque part, j'allais dire que vous contribuez même à l'exercice de cette mission qui est la nôtre, parce qu'en tant que ville, et c'est très important. Alors je commencerai par dire que la ville déjà, avec la nouvelle équipe, donc celle du maire Barthélémy Diaz, a donc une vision qui colle un peu sur faire de Dakar une ville éducative, une ville verte, ville durable, et également une ville apprenante. Ça, c'est vraiment dans la vision qui aujourd'hui figure dans le programme politique du maire Barthélémy Diaz et de son équipe. C'est le programme Dakar Bi Ñu Bokk. Je crois que tout le monde entend parler. Et vraiment, cette vision est très claire pour les autorités, pour l'équipe municipale. Et cela est traduit dans l'axe 4 de ce programme-là, qui vraiment aujourd'hui faire de Dakar une ville éducative, inclusive et une ville apprenante. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous profitons de toutes les technologies, bien sûr, évidemment, pour faire de Dakar une plateforme assez importante où les populations, surtout les jeunes, pourront vraiment tirer profit de ce qui est à travers le monde en termes de connaissances. On a toujours l'habitude de dire, et ça c'est vraiment générique, que la connaissance est un pouvoir. La connaissance est une force. Alors la connaissance, c'est rien d'autre que de l'information traitée, si on peut dire. J'ai, disons, un background de formation en sciences de l'information. On disait qu'une nouvelle
ou un acte, il n'est ou elle n'est information que quand elle est traitée. Et je parle aux journalistes. Et ça, c'est très bien. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'information, mais qui vraiment va à la connaissance, c'est-à-dire l'utilisation de l'information, la traduction pratique de l'information pour en faire un produit utilisable. Et à Dakar, quand on parle de cela, alors nous nous inscrivons dans la possibilité de donner aux jeunes les moyens qui leur permettent de tirer profit des connaissances utilisées comme mode de pratique d'action, utilisées comme mode de pratique d'exercice. Pour être très simple, aujourd'hui nous nous inscrivons à faire de sorte que les jeunes puissent, partout où ils se trouvent, avoir une connaissance, avoir un métier, avoir une formation. Pour rappel, je voudrais dire simplement dans la formulation classique, la ville a une direction qui s'appelle la direction de l'éducation et de l'aide à l'insertion. C'est comme on parle le ministère de l'éducation, le ministère de la formation, oui. C'est tout beau. Alors vous voyez qu'on reste dans le terme classique d'éducation, mais nous sommes en train de faire un glissement parce que l'éducation est assez large pour dire aujourd'hui comment, d'un mode classique, nous prenons en charge des jeunes en leur donnant des bourses de formation, en les prenant en charge dans les écoles de formation, dans des cycles classiques longs, pour aujourd'hui leur permettre d'avoir accès à des cycles de formation dématérialisés et donc à cette connaissance. Et bien évidemment, on y arrivera, mais avec des cycles de formation très courts. Voilà rapidement pour dire la vision de la ville, oui. Comment elle le fait de façon très pratique, avec une direction et des équipes qui s'en occupent. Merci. Et on vous voit régulièrement, vous gardez le micro s'il vous plaît, on vous voit régulièrement dans les rencontres sur le digital au Sénégal. Dernièrement, vous avez organisé un gros hackathon, vous avez un maire qui est très smart. Qu'est-ce que très rapidement la ville de Dakar a compris que les autres n'ont pas compris? Mais vraiment rapidement s'il vous plaît. Merci beaucoup Ousmane. Alors simplement, je veux dire, la ville de Dakar est précurseur dans beaucoup de choses. C'est tout à fait normal. Nous sommes la ville capitale, nous nous devons, et c'est une obligation que d'être leader. Parce que, évidemment, c'est à travers ce que nous faisons, dans beaucoup de nos exercices, dans beaucoup de nos activités, que les autres copient. Donc, ce que nous faisons, c'est être précurseur, essayer de voir comment on peut créer des nouvelles choses dans l'innovation, dans la création, pour permettre, en termes de leapfrog, si on peut dire en anglais, que les autres puissent suivre. Alors, ce que nous avons fait, c'est nous intégrons évidemment le digital dans tout ce que nous faisons. Avec un peu de retard à l'image du pays, un peu des balbutiements, mais aujourd'hui, c'est au cœur de notre stratégie de service. Alors, pour le hackathon, pour en parler rapidement, nous avons lancé un concours, comme ça s'est fait un tout petit peu, à la différence que ce concours était basé sur les besoins de la ville. Donc, on identifie les besoins de la ville en matière d'urbanisme, d'architecture, en matière de santé médicale, en matière d'état civil, et nous avons invité les acteurs pour venir nous proposer, dans leur connaissance, dans leur maîtrise. C'est ça, un hackathon, justement. C'est ça, ouais, oui. Des solutions, justement, ça, l'hackathon. Mais nous l'avons, souvent, on a vu le concept que les gens lancent l'hackathon, tout le monde vient avec n'importe quelle solution, un peu, mais nous avons essayé de le diriger. Vous, c'est une commande, parce que nous avons voulu que ça soit pratique, oui. Nous avons voulu que les solutions proposées puissent être utilisées par la ville. Merci, merci beaucoup, Domoba et Mourad Gueye, secrétaire général de la ville de Dakar, et vraiment bravo à tout ce que vous faites. Binta Diallo, vous êtes donc du programme Réussir au Sénégal. C'est un nom que j'aime bien, qui est très concret. Réussir où? Au Sénégal. Bon, certainement le public va dire c'est facile de dire réussir au Sénégal, mais on réussit au Sénégal comment? D'un point de vue éducatif déjà, comment on règle le problème? Merci beaucoup. Merci Monsieur Gueye. Bonsoir à tout le monde. Donc je me présente, Mam Binta Diouf Diallo. Donc quand on me dit Binta Diallo, je dis je m'appelle Mam Binta Diouf Diallo, donc avec mon nom Sérère tout couleur. Et je suis directrice adjointe du programme Réussir au Sénégal. Et merci pour la question, hein, très belle entrée. Quand on dit réussir au Sénégal, je disais à notre nouveau responsable de projet, parce qu'on est en train de changer de direction, que en fait le mot réussir est un mot, je parle en présence d'historiens, de personnes qui connaissent la culture du Sénégal, parce que réussir c'est tekki. Et le mot tekki est très chargé dans la culture sénégalaise. Donc quand on dit réussir au Sénégal, ce n'est pas qu'un nom du programme, mais c'est surtout aussi une marque de dire, voilà, c'est ça la réussite. Et réussir, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, sociologiquement, avant d'entrer dans le vif du sujet par rapport à nous, ce qu'on fait particulièrement comme initiative, c'est quelque chose en fait qui, pour nous, en fait, conduit beaucoup de réflexions pour que le jeune, en fait, qui puisse s'identifier par rapport à ses potentialités locales, par rapport à ce que ça veut dire, et dire, voilà, j'ai réussi dans mon pays. Bon, réussir peut dire beaucoup de choses.
Et ça peut dire beaucoup de choses, ça peut signifier beaucoup de choses en fait par rapport à la personne et par rapport à son histoire, par rapport à ses propres normes, par rapport à son milieu de vie, par rapport à tout son entourage. Donc c'est un mot qui est très chargé, mais l'importance pour le programme Réussir au Sénégal, dans l'indicateur que nous visons, c'est créer des initiatives qui permettent l'employabilité et la création de revenus pour nous, bien que ça englobe beaucoup de choses. Maintenant, comment le faire pour nous? Depuis 2017, on est présent au Sénégal. Au départ, on était présent dans les 14 régions avec un budget conséquent de 36,7 millions d'euros. Et par la suite, en fait, dans cette deuxième phase, donc 2017-2021, présence dans tout le territoire national. À partir de 2021, donc notre présence a été plus axée dans toutes les régions sauf le centre, parce qu'il fallait faire un arbitrage avec un budget moins conséquent, puisque en fait c'est les programmes de développement, plus les années passent, en fait on ajuste les budgets. Et donc on s'est retiré du centre avec la présence en fait de la coopération belge très présente dans cette zone, dans une démarche aussi de synergie avec les autres partenaires techniques et financiers. Et on est resté en fait dans tout le territoire, sauf la zone centre. Et ce qui se fait, c'est qu'en fait, on a 3 axes d'intervention. Le premier axe d'intervention, c'est par rapport à l'insertion salariée. Et quand on parle d'insertion, parce que l'insertion comporte l'insertion salariée, mais ça comporte aussi l'auto-emploi. Et nous, on parle d'insertion quand on parle d'insertion salariée. Et l'insertion salariée a un grand lien avec tout ce qui est formation, tout ce qui est éducation, parce que c'est comment en fait le jeune répond, après sa formation de base, au milieu professionnel, c'est-à-dire soit au secteur privé, soit à l'administration, comment le jeune peut facilement intégrer cela. À côté de ça, nous allons vers l'auto-emploi parce qu'on connaît le tissu économique aujourd'hui du Sénégal et on est très conscient qu'aujourd'hui, en fait, le système administratif et que le système ne peut pas en fait englober tous ces jeunes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on oriente aussi beaucoup vers l'auto-emploi. Et le troisième, et qui a aussi un lien avec l'éducation et avec la connaissance, est un champ d'action que l'on appelle Perspective au Sénégal. Okay. Nous venons de boucler une tournée qui s'appelle la tournée Mën na Nek. Donc Mën na Nek en wolof, ça veut dire c'est possible. Et cette tournée Mën na Nek, on est allé dans toutes les régions du Sénégal. Et l'idée, c'était de découvrir en fait quelles étaient les potentialités de cette région, quelles étaient les possibilités de formation au niveau de ces régions, quelles étaient en fait les possibilités d'accompagnement, de structures d'accompagnement qui existaient dans ces régions et surtout de le vulgariser. On a lancé le premier film de cette tournée Mën na Nek qui a été conduit par un rappeur sénégalais que mon frère Nongodi connaîtra, Elzo Jamdong. Donc, qui a fait toute la tournée du Sénégal. Et en fait, cette valorisation du potentiel local est quelque chose de très important parce que ça lie le jeune dans son territoire par rapport à l'activité qu'il peut mener. Donc, un peu pour résumer, voici nous comment on aborde en fait la question de réussir au Sénégal. Et moi, je dis toujours réussir entre guillemets parce que c'est quelque chose aussi parfois qui est très personnel. Ça reste un défi. Tout à fait. Et comment maintenant, comme deuxième question, le système peut... la configuration du système éducatif pour faciliter l'emploi. Je pose la question sachant que la directrice de l'insertion est avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je passe pour dire bonjour à la directrice de l'insertion parce que la coopération allemande au développement aussi est une coopération bilatérale, donc inter-État. Et les initiatives que nous menons, en fait, nous faisons en sorte que ça réponde aussi bien aux orientations de notre commettant, qui est le ministère fédéral de la coopération et du développement allemand, mais que ça réponde également aux orientations du PSE, donc du gouvernement sénégalais. Et en fait, c'est le premier défi. Donc le premier défi, c'est comment, en fait, par rapport aux orientations des politiques nationales sénégalaises, mais aussi aux orientations qui sont liées dans les politiques allemandes, notamment au genre, notamment aux formations dans le secteur des énergies renouvelables. On fait beaucoup d'actions aujourd'hui dans certains villages du Sénégal avec un programme que l'on nomme GAUF et que l'on mène avec notre partenaire GFA, de faire en sorte qu'il y ait une corrélation en fait, entre les demandes de nos commettants et que ça réponde aux politiques de développement. Mais ceci englobe un autre défi. Donc, entre les initiatives qui sont développées et les grandes orientations qui sont données, il y a certains besoins en fait, du système éducatif qui sont des besoins qui sont là. On peut dire ça comme ça, qui sont là, sur le tas. Et il faut avoir cette approche flexible pour pouvoir en fait identifier par rapport à ces systèmes les réels besoins.
Je crois que le système éducatif, dès le départ, et ceci est un grand défi, on l'a exploré également, doit, à partir d'un certain âge, pouvoir être un système avec une posture de conseil. La posture de conseil parfois manque dans ces systèmes éducatifs parce que ça permet en fait de pouvoir être à l'écoute, de pouvoir en fait garder l'œil sur ces apprenants, parce que ces apprenants en fait sont les futurs en fait, je dirais, personnes actives et dirigeantes dans nos pays, de pouvoir les écouter, de pouvoir les regarder et de voir quelles sont les réelles compétences. Moi, je dis toujours, en première année d'université, et ça c'est mon exemple que j'aime dire, j'étais en administration économique et sociale. Parce que quand je quittais le Sénégal, c'était en 1999, après mon bac pour la France, je ne savais pas quoi faire. Administration économique et sociale, c'était très bon, très beau, mais je me suis retrouvée en France avec des notes comme ça, en gestion, en comptabilité, rien ne marchait. Et j'ai eu un prof, je ne sais pas où il est, mais chaque fois je le remercie, qui a identifié un de mes devoirs en communication et qui m'a dit « Stop les cours, ça c'est pas fait pour toi, j'ai vu tes notes en fait que tu avais à l'école et va maintenant vers la médiation culturelle et la communication, c'est quelque chose qui est fait pour toi. » Et donc je crois qu'en fait notre système éducatif, ceux qui accompagnent les jeunes doivent avoir aussi ce rôle, ce regard pour pouvoir en fait orienter. L'autre chose, c'est la mise à disposition d'infrastructures qui puissent permettre aux jeunes de pouvoir, en fait, moi je parle d'emploi, mais je parle aussi de, comment dire, de compétences, parce que la compétence est une connaissance. Parce que parfois les jeunes font leur formation, mais ils n'ont pas, en fait, le lieu adéquat pour pouvoir exercer, pour pouvoir, les stages, il faut voir les entreprises qui puissent les donner. Donc nous, on a plusieurs mécanismes. Il y a certains mécanismes, on se met avec les... on se met avec les... Toc, toc, toc. Et je veux dire, c'est essayer d'avoir des coopérations avec les structures pertinentes pour pouvoir donner aux jeunes l'opportunité de pouvoir exercer le métier, de pouvoir les accompagner, et ça leur donne aussi une expérience. Merci beaucoup. Mam Binta Diouf Diallo, c'est bien comme ça. Pour vous faire plaisir en plus. Merci. On va donner la parole maintenant à Mariama, j'ai dit Mariama, à Mariam Falba. Peut-être que je pense à Mariama Ba aussi, comme on parle culture, la directrice générale de Kajou Sénégal, Mariam Falba. Alors Mariam, au Sénégal, quand on parle éducation, souvent, on a l'impression qu'on veut tout reposer entre les mains de l'État. Comment faire comprendre aux acteurs que l'éducation, c'est d'abord, avant tout, une question de responsabilité, notamment des parents d'élèves avant tout? Absolument, ça c'est une très forte réalité. Quand on parle d'éducation, les grands hommes ont l'habitude de dire c'est le passage de l'être biologique qu'est l'enfant à l'être social. Donc on comprend nettement tout de suite qu'il y a des facteurs socio-économiques, bien sûr, qui influencent l'environnement de l'enfant et notamment son éducation de manière générale. Donc ce n'est pas seulement une affaire d'État, c'est plutôt une affaire de société, je pense moi, en priorité. Je discutais l'autre jour avec quelques membres du ministère de l'Éducation nationale dans le cadre d'un programme qu'ils appellent l'École pour tous, qui adresse justement ces sujets d'inclusion dans l'éducation. Et ce monsieur m'expliquait en fait, quand nous on fait le tour du Sénégal pour seulement recenser le nombre d'élèves en situation d'handicap, on a un problème. Parce que dans notre culture sénégalaise, l'handicap, c'est une honte. Donc les parents d'élèves, ils cachent leurs enfants, ils les séquestrent chez eux. Et tout de suite, on comprend ce grand défi de sensibilisation de la part des parents, de changement de conscience, justement aussi pour accompagner les États dans leurs initiatives. Donc ce n'est pas seulement une affaire d'État, ça implique justement un ensemble de facteurs et d'initiatives. C'est pour ça que je suis ravie des différents participants de ce panel. Donc nous, au sein de Kajou, c'est là-dessus qu'on se positionne, rendre inclusif l'éducation de manière générale, peu importe le genre, peu importe le niveau social et économique. Et on embarque dans tout ça, bien sûr, on a une très grosse portée changement de conscience, parce que pour qu'un État se développe, il faut simplement, bien sûr, la bonne conscience. Donc, on va se retrouver dans les programmes qu'on va faire à destination des cibles type élèves ou étudiants, de manière générale, à avoir beaucoup de contenu de développement personnel pour renforcer le mental de la personne,
pour lui faire découvrir les opportunités qui existent de manière générale. Donc ça, on n'en parle pas souvent. On parle beaucoup de contenu hard, si je peux le dire ainsi. Mais voilà, la connaissance, c'est un ensemble de choses en réalité qui un peu se rapportent aussi aux facteurs sociaux. Donc c'est important d'adresser aussi ces sujets de soft skills. Maintenant, ça fait partie même des prérequis hein, quand on va à un entretien. C'est ça qu'on monitore le plus. Moi, en tout cas, c'est ça que je monitore le plus, les valeurs, les soft skills. Comment est-ce qu'on sait se mouvoir en société? Parce que l'éducation, c'est tout simplement ça, c'est l'être social. Voilà. Mais m'inspirant de l'appellation réussir au Sénégal, quels sont les préalables d'une éducation réussie au Sénégal? Alors, les préalables d'une éducation réussie, il y a tout un ensemble de facteurs. Mis à part les facteurs sociaux qu'on vient d'aborder. Quand on parle d'infrastructures, surtout quand l'État met en place des initiatives d'éducation, par exemple sur le numérique, il y a déjà les sujets d'accès, d'accessibilité, comme l'a dit tantôt tout à l'heure Jérémy. Tout le monde ne peut pas accéder à l'éducation. De manière générale. Je vous ai donné tout à l'heure le cas de l'Université virtuelle du Sénégal. C'était une très, très grande initiative. La première université virtuelle au Sénégal, donc 100% en ligne. Ils se sont tout de suite rendus compte aussi des contraintes liées non seulement à la logistique, le fait déjà de pouvoir accéder à ces, on va dire, à ces infrastructures. Il y a aussi le facteur lié au coût. Le fait de pouvoir accéder à la plateforme, etc., etc. Et en termes d'autres de facteurs de réussite, on a aussi le rôle de l'enseignant aujourd'hui. Moi, quand j'enseigne, enfin quand j'appuie ma fille à faire ses devoirs, on sent nettement qui a tort, qui a raison. C'est maman, tu ne sais rien, c'est maîtresse qui a dit. Donc il faudrait aujourd'hui aussi que l'enseignant se rende compte déjà du rôle qu'il représente dans l'apprentissage de l'enfant. On parle aujourd'hui de pédagogie active. Il ne s'agit pas, Jérémy en a parlé tout à l'heure, d'avoir un peu les élèves en linéaire comme ça et de leur faire consommer des connaissances comme ça. Ça ne marche pas. Ça a été prouvé. Et pourtant, on est toujours dans cette logique d'apprentissage et de transmission de connaissances. Maintenant, on met l'enfant au cœur, on le fait participer à l'apprentissage. Donc, c'est plus le maître qui a ce facteur de c'est moi qui viens apprendre à l'élève. C'est ensemble, je viens pour t'accompagner à acquérir des compétences. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous, Kajou, notre facteur, en tout cas premier de réussite, c'est justement de pouvoir prendre en considération l'ensemble de ces facteurs pour avoir des solutions qui sont innovantes, inclusives et qui puissent parler à un ensemble de monde. Peu importe le niveau de diplôme, peu importe l'origine, peu importe d'où la personne vient, peu importe aussi sa capacité à pouvoir se payer la formation ou l'éducation. Merci beaucoup Mariam Falba, la directrice de Kajou Sénégal. On passe le micro à présent, s'il vous plaît, à Youssouf Ouattara de l'UNESCO. Merci beaucoup Youssouf de faire partie de cette table ronde. Comment déjà, comme première question, l'UNESCO, disons à l'échelle des États, accompagne cette transition vers les EdTech, l'éducation digitale? Comment vous faites? Ok, merci chers amis. Tout d'abord, c'est de remercier Marem ainsi que Jérémy de nous avoir associés, invités à ce talk de Kajou, le premier talk. Ceci revêt un intérêt certain et important pour l'UNESCO parce qu'on se situe non seulement en plein dans le cadre de l'éducation, une éducation de qualité pour tous. Ça traduit, les différentes interventions traduisent ça clairement sur un pied d'égalité. Dans les interventions, nous voyons bien sûr que la notion d'égalité et d'inclusivité est mise en avant. Également, la question de l'apprentissage tout au long de la vie, qui est débattue ici, surtout par les différents panélistes. C'est une joie de prendre part à ces interventions, à ces discussions, parce que ça concourt bien sûr à l'atteinte de l'ODD 4, dont le leadership est assuré par l'UNESCO. Alors, comment l'UNESCO fait pour accompagner les États dans leur démarche vers une utilisation des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation? Il faut dire que l'UNESCO reste toujours dans son rôle, qui est
non seulement normatif d'abord, et bien sûr un rôle opérationnel. Quand on parle de rôle normatif de l'UNESCO, c'est la production non seulement d'instruments normatifs qui permettent non seulement de faciliter la coopération et la collaboration entre les États, parce que ce sont des outils qui sont élaborés avec les États eux-mêmes qui les adoptent en toute liberté, mais également qui offrent un cadre de référence pour les actions. Ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est l'opérationnel par des projets et programmes que nous déroulons sur le terrain. Sur le volet normatif, je peux déjà citer 4 instruments qui ont été élaborés par l'UNESCO. Bien sûr, qui sont venus après de nombreuses études qui ont été conduites depuis les années 2000 pour l'avènement de cette société des savoirs, le sommet mondial de la société de l'information qui avait déjà posé le problème sur l'importance de l'information, de la connaissance pour le développement des États et surtout pour un développement économique et social des États. Et bien sûr que cela a apparu avec les technologies comme une opportunité pour les États de saisir, surtout ceux d'Afrique, leur chance, parce qu'après avoir raté différents virages, c'était l'occasion peut-être de faire ce saut qualitatif pour se plonger dans le futur. Alors, les différents outils dont je parlais, nous avons tout d'abord la première déclaration qu'on appelle la déclaration de Kindao avec les ministres de l'Éducation nationale, qui était une déclaration adoptée par les différents pays pour s'engager dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation, pour l'amélioration de la qualité de l'éducation, l'accès de l'éducation à tous. C'est un instrument qui est là, qui sert de guide pour les pays. Nous avons également, surtout dans le domaine de Kajou, qui produit des ressources, des capsules qui sont libres d'accès, qui se situent surtout comme ressources éducatives libres. Nous avons la recommandation 2019 de l'UNESCO sur les ressources éducatives libres qui met directement en lumière comment est-ce que les États, les ministères peuvent produire, utiliser, diffuser, réutiliser ces ressources éducatives. Nous avons également un autre instrument qui adresse surtout la question des compétences, surtout des enseignants, les enseignants qui sont les acteurs clés au niveau de nos écoles. On a le référentiel de compétences TIC des enseignants, qui est un référentiel à l'usage de tout le monde, à l'usage des pays, mais que nous accompagnons les pays à adopter. Et enfin, on a parlé tantôt d'intelligence artificielle. En 2021, vu l'émergence de cette technologie, nous avons bien sûr la recommandation pour une utilisation éthique de l'intelligence artificielle. Bon, à part ces outils normatifs, je vais citer rapidement, pour le cas spécifique du Sénégal, quelques projets sur lesquels nous sommes. Par exemple, je peux donner l'exemple, par exemple, par le projet ressources éducatives, nous accompagnons actuellement le Sénégal, le ministère de l'Éducation nationale, tout simplement, dans la mise en œuvre de sa stratégie sur les REL. On l'a déjà bouclé. Nous nous intéressons aux plateformes de diffusion des ressources éducatives au niveau des ministères pour les appuyer dans une mise en norme, parce que beaucoup de choses sont faites, mais souvent c'est fait de manière, il faut accompagner. Nous avons d'autres initiatives, par exemple au ministère de l'Éducation nationale, on est sur un projet sur l'élaboration de cette plateforme d'autopositionnement des élèves, qui permet aux élèves directement étant chez eux de tester leur niveau, d'avoir des réponses pour la remédiation des cours. Ça veut dire que nous sommes au fait dans un certain nombre d'activités qui viennent en appui, surtout pour orienter les pays ou tout simplement pour les soutenir sur des activités concrètes. Merci. Une toute petite dernière question. Évidemment, les TIC sont vus comme une opportunité dans le monde de l'éducation, sauf que l'équité n'est pas toujours au rendez-vous. Qu'est-ce que l'UNESCO fait en termes de stratégie peut-être pour corriger cela? Mais vraiment rapidement, s'il vous plaît. Non, la question de l'équité pour l'accès aux ressources éducatives, d'abord, la première des choses pour nous, pour la question de l'équité, c'est d'abord les ressources qui sont produites. Par exemple, l'exemple, c'est Kajou qui fait des ressources éducatives libres. Nous poussons à la roue pour la production de telles ressources éducatives qui sont libres. Nous avons aussi la question de l'apprentissage. Ce n'est pas seulement dans nos langues dites officielles que l'apprentissage se fait. De plus en plus, l'UNESCO a appelé à revoir les apprentissages, les curriculums
de telle sorte que l'école, telle qu'on la connaît, ne soit pas le cimetière des savoirs africains. Ça qui veut dire qu'il y a aujourd'hui une révision de voir comment est-ce que l'éducation peut se faire en incorporant ou bien en commençant par les langues nationales. Le Sénégal déjà a fait des propositions dessus et je pense qu'on va aller. Maintenant, pour l'accès, pour la question d'accès, c'est les plaidoyers essentiellement que nous faisons. Les plaidoyers pour permettre quand même, surtout à travers des lieux où l'UNESCO peut intervenir envers les États et qui vont eux-mêmes travailler avec les telcos, de telle sorte que les accès puissent être à des prix abordables pour la population, parce que ça coûte cher, bien sûr. Merci beaucoup. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour les panélistes de cette seconde table ronde. Il y a Mondo Mouba qui me demande la parole certainement en dernier. Comme je l'ai oublié, il va en profiter pour l'opération rachat, mais quelques secondes, s'il vous plaît, C'est Mourad. le privilège du Domba. Tout à fait, allez-y. N'est-ce pas? En fait, je m'en voudrais de venir jusqu'ici sans parler de deux programmes très importants, ou en tout cas deux initiatives. Le premier programme, c'est la CPM, dont je suis le président. C'est la couveuse d'entreprise pour la promotion de l'emploi par la micro-entreprise. Ça rejoint le programme Réussir un peu, parce qu'il s'agit essentiellement d'aider à l'employabilité des jeunes. Et nous sommes partis d'une base réelle, vraiment, qui nous a montré que les jeunes avaient un problème d'employabilité. Et on a également étudié un modèle qui nous montrait, avec des documents, des statistiques bien documentées avec nos consultants, que 65% des entreprises créées meuraient au bout de 2-3 ans. Alors donc, nous, on a trouvé un modèle qui prépare et accompagne les jeunes dans la création d'entreprises. Ce n'est pas souvent un modèle où on finance les jeunes, mais on les accompagne à l'intérieur d'une couveuse, qui est en réalité un incubateur. Nous faisons un appel à candidature directement online. Les jeunes candidates, 1300 ont fini avec 40 la première, 50 la deuxième et 100 la troisième promotion. On en est là. Et on les prend sur une période d'1 an en formation. C'est important, justement, cette transition de moyens, parce qu'aujourd'hui, avec le virtuel, on arrive à les former. Pendant le temps de la Covid, nous avons fait une session d'une promotion au complet avec les moyens virtuels. Les gens restaient chez eux, ils étaient en session virtuelle à travers le monde. On avait des formateurs de l'École des entreprises du Canada, on avait du Québec, on avait des formateurs ici, on avait des conférences et on a bouclé. Aujourd'hui, c'est un programme qui accompagne également le programme d'autonomisation des femmes, on en a parlé. Et c'est un besoin de formation, surtout en éducation financière, et pour lequel besoin, nous avons des solutions qui sont proposées, entre autres, par Kajou. Le deuxième programme, c'est qu'aujourd'hui, après analyse, nous avons pu voir et détecter un besoin de formation dans des nouveaux métiers pour les jeunes. Pourquoi? Parce que Dakar, comme je dis, est hub et capitale. Nous essayons déjà en amont de capter les besoins des jeunes. Aujourd'hui, nous glissons d'un modèle d'accompagnement en éducation classique. On donne une bourse à un jeune pendant 3 ans. Il fait formation IAM, ISS, etc. Ça coûte 3 millions. Alors qu'avec le même montant, le même budget, nous allons vers des cycles courts de formation avec les CPS. Aujourd'hui, la ville s'est positionnée dans ce modèle. On fait des CPS, des certificats professionnels de spécialisation, ou avec les métiers aujourd'hui en vogue, c'est-à-dire les métiers portuaires, aéroportuaires, le gaz de pétrole, on entre des jeunes dans des cycles courts, comme vous faites, pour vraiment leur permettre, au bout de 6 mois, 1 an, d'avoir un métier et d'être employable. C'est les deux initiatives que la ville, que nous développons, et c'est en droite ligne avec ce que vous faites. Merci, ça fait une très belle conclusion. Merci beaucoup Mourad Gueye, secrétaire général de la ville de Dakar. Merci à Mam Binta Diouf Diallo, n'est-ce pas, de Réussir au Sénégal. Merci à Mariam Falba, la directrice générale de Kajou Sénégal. Et merci aussi à notre ami Youssouf Ouattara de l'UNESCO. Merci à tout le monde. Je vous invite à rejoindre... Merci beaucoup. Alors, on va passer à présent à une pause musicale. On va respirer un peu. C'est un peu bizarre, on a chaud. Pardon? Merci beaucoup, Marem. Bon, on est au bord de la mer, mais on a chaud un peu quand même. C'est le grand paradoxe de la mer aussi. Merci infiniment. Alors, je disais pause, mais Marem me corrige en me disant c'est juste un intermède pour écouter l'histoire, n'est-ce pas, en donnant la parole à tonton Babacar Ndak Mbaye pour une partie d'histoire avec du khalam, hein, n'est-ce pas, c'est bien cela. Donc on l'invite sur scène, s'il vous plaît, certainement en l'installant et puis en faisant accorder le violon avec ce qu'il nous dira tout à l'heure. Merci beaucoup. On en a pour 15 minutes, mais certainement en l'écoutant, on va vouloir demander plus.
Vous en avez besoin? Vous en avez besoin? Il faut, pardon? C'est allumé, le micro là. C'est bon? Non, il n'est pas allumé. Qui est-ce qui gère les micros? Non, qui est-ce qui gère les micros? Il faut que le micro là. Bref. Tu peux allumer le micro qui est juste là?